C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. C'est 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire. Alors aujourd'hui, nous prenons l'avion. Voilà, on prend l'avion. Et vous avez le choix en l'occurrence entre États-Unis, Canada, Brésil, Chine. Notre deuxième invité est spécialiste dans le développement des entreprises à l'international. Et puis dans cette émission, il fallait bien que je la sorte celle-là quand même. Ne les cherchez pas, elles sont là, elles sont partout, elles sont inspirantes. Et pour vous inspirer davantage, un voyageur au pays des femmes. Le rédac-chef du magazine Femmes d'ici et d'ailleurs, un homme qui ne manque pas d'air et qui viendra souffler un air frais et féminin. Inspiré, soufflé, voici le 11e épisode spécial confinement de J'ai 2 mots à vous dire. J'ai 2 mots à vous dire. Ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous. Et bonsoir les contributeurs. Bonsoir. Bonsoir. Et vous me le refaites le bonsoir, là je couperai ça au montage. Bonsoir les contributeurs. Bonsoir. Ah, Bonsoir David. C'est plus sympa quand il y a du soleil dans la voix. Sandrine est à Villefranche-sur-Saône. Salut Sandrine. Bonjour. Cyr est à Vannes. Salut Cyr. Salut Birgitta, Arnaud, Fabienne, Philippe, Florian sont à Nantes. Fabienne, tu es bien à Nantes, hein? Oui, Orvaux, précisément. Orvaux, ben je connais bien Orvaux. Nos invités, Patrick Firon qui va nous rejoindre dans quelques minutes et puis Pierre-Yves Ginet qui sera notre premier invité. 2 mots pour nous dire l'humeur dans laquelle vous vous trouvez ce soir, Philippe. Bon et bout, parce qu'on tient le bon bout vers le 11. Bon et bout. Je crois que c'était un seul mot en fait. Sandrine, 2 mots pour nous livrer ton humeur. Alors tranquille, parce que tranquille, et un petit peu anxieuse quand même, parce que justement, je me demande si je vais encore savoir vivre normalement au-delà du 11 mai. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose question particulièrement? Est-ce que tu vas réussir à prendre le train pour aller en entreprise? Non, est-ce que je vais savoir retrouver un rythme entre guillemets normal? Voilà. Ouais. Ça c'est, je crois, une question que nous sommes nombreux à nous poser. Fabienne est à Orvaux. Alors, juste un private joke comme ça. Orvaux ou Orvaux? Quel quartier? Orvaux, la Madoire. Pas très loin de Sautron. Eh bien, très bien. Je connais bien. Voilà. Beau quartier, très beau quartier. On a gardé que les Orvaltais là pendant quelques instants. Tous les autres revenaient quand même. Fabienne, 2 mots pour nous dire ce qui se passe à Orvaux. Oui, alors moi ce serait le mot pause et le mot merci. Ouais, d'accord. Merci qui? Merci tous les gens, toutes les personnes et tous les beaux partages que j'ai pu avoir pendant cette belle pause de confinement qui m'a permis de me ressourcer, de prendre soin de moi, de m'attacher à ancrer mes belles valeurs. Et puis, par exemple, tous les dimanches matins, je chante avec mes voisins. Ah, tu vas pouvoir faire des Skype avec Sandrine, la consultante énervante. Voilà, exactement. Donc je dirais merci pour cette pause. Bon, voilà. T'as encore 2 semaines et dans 2 semaines, ils ne te connaissent plus. Oui, si. On a décidé de continuer. Évidemment. Birgitta, 2 mots pour livrer ton humeur. Alors moi, partager et inspirer, parce que c'est un peu le leitmotiv de Femmes ici ailleurs, et petit clin d'œil au sujet qui arrive. Oh, le teasing. Oh, yeah. Florian, au sud-ouest de Nantes. Alors, au sud de moi, en fait, il pleut aujourd'hui, même au sud de Nantes. Et du coup, les 2 mots qui me viennent, c'est soleil et dépendance. Je pense que le confinement a aggravé ou accéléré ma dépendance au soleil. C'est terrible. Il faisait beau jusque-là. Jusque-là. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Jusqu'ici, tout va bien. Cyr, tes 2 mots. Et mes 2 mots, ils étaient sur mon bureau, c'est siècle et bleu. C'est Jean-Pierre Bouc qui a écrit ça, c'est un killer écologique et ça faisait un an que j'avais lu, je le relis avec plaisir. Ça fait pas trop peur? Et on est dans... Non, ça fait pas peur, non. C'est un très beau livre. Très beau livre. Je connais bien le Jean-Paul Gault aussi.
La sélection, Très sympa, mec. la sélection littéraire du jour. Qui ne nous a pas donné ces deux mots, Arnaud? Reviens soleil. Ah, j'ai eu peur, reviens, je me suis dit, il faut que je balance Hervé Villard. Non, c'est pas ça. Non, mais puisqu'on a le droit dans cette période de donner des ordres au monde entier, je donne un ordre au soleil, reviens. T'as raison, il va revenir, mais pas tout de suite. En l'occurrence, voici le premier invité de J'ai deux mots à vous dire, épisode 11. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et c'est Birgitta qui nous le présente. C'est Birgitta qui nous le présente. Ça te dit Birgitta de nous le présenter? Donc je vous présente Pierre-Yves Ginet, qui était de 96 à partir de 96, il abandonne sa carrière d'analyste financier et il devient photojournaliste et grand reporter et il découvre les femmes nonnes du Tibet, etc. Bon bref. Il a une très belle, biographie très humaniste. Il a aussi dans sa biographie, parce que moi je le connais en tant que personne, mais j'ai découvert aussi un petit peu sa biographie. Et dans sa biographie, maintenant il est rédacteur en chef du magazine Famity ailleurs, dont je fais partie. Enfin, je fais partie des personnes qui développent ce magazine sublime, qui s'autofinance, dont il va vous parler. Et Pierre a été au Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes par le Premier ministre en 2016. C'est une fonction qu'il a occupée jusqu'en 2019. Et puis, il a été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 2018. Eh bien, c'est notre invité Pierre-Yves Ginet, le rédac-chef de Femmes d'ici et d'ailleurs. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Et on va lui poser plein de questions. J'ai l'impression que tu as un CV long comme le bras, Pierre-Yves. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le privilège de l'âge, ça. Non, c'est tout. C'est ça. C'est tout. Par ça. contre, il y a juste un truc auquel je tiens beaucoup. Je ne suis pas rédac-chef du magazine Family Ailleurs. Je suis co-rédacteur. Co-rédacteur. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on est dans le co, c'est un magazine contributif. Oui, là, en l'occurrence, c'est surtout paritaire, avec une rédac-chef et un rédac-chef. Et un rédac-chef, naturellement. Ouais. La première question, c'est forcément Birgitta qui te la pose. Oui. Pierre-Yves, pourquoi as-tu donc décidé de créer ce magazine? Il est né comment, ce magazine? D'après ce que j'ai entendu, il est né au Tibet. Ouais, non, c'est que moi, quand j'ai abandonné ma carrière d'avant, que je suis devenu grand reporter, j'ai travaillé effectivement sur la question de l'occupation du Tibet de façon générale, et j'ai envie de dire comme un mec moyen parmi les mecs moyens, c'est-à-dire sans regarder ce que font les femmes. Et puis un jour, j'ai fait des rencontres avec des filles qui sortaient de prison, et ça m'a amené sur un long chemin qui m'emmenait sur... Pardon de te couper, Pierre-Yves, excuse-moi. De reportage. Pardon de te couper, Pierre-Yves. Il y en a un ou une parmi nous qui a un retour qui est trop fort, et je veux bien que vous baissiez vos retours, les amis. Voilà, juste un tout petit peu. Pierre-Yves, je t'en prie. Poursuis si tu veux bien. Ouais, je disais en fait, oui, c'est une rencontre au hasard avec oui, des on a filles toujours qui leur sortent. retour, on n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé qui avait son retour un peu trop fort. Donc des rencontres. Des rencontres avec des religieuses tibétaines qui sortaient de prison, qui étaient des sacrées résistantes, des costauds incroyables, etc. Et puis j'ai décidé d'aller sur ce reportage pour faire un petit truc d'une quinzaine de jours. En fait, j'y ai passé 3 ans et demi, et suite à ces 3 ans et demi, j'ai fait 10-15 ans de reportage dans le monde, des femmes en lutte, femmes en résistance, femmes en mouvement. Et puis, en tant que reporter, je ramenais mes reportages dans les médias différents, et j'ai rencontré la presse qui soit n'était pas intéressée par ces sujets, qui montraient des femmes dans des autres situations qu'on est habitué à les voir, soit qui coupaient carrément le reportage, qui étaient plus intéressées par ce qu'elles subissaient que par ce qu'elles faisaient. Et je suis lancé dans cette étude un peu plus intellectualisée, on va dire, de la place des femmes dans l'info qu'on reçoit. Je ne parle pas des hommes journalistes versus femmes journalistes, mais de quoi l'info nous parle. On a essayé de les bouger, on n'y est pas arrivé, on en a eu ras-le-bol, puis un jour on s'est dit, on va créer un magazine, puisqu'il n'existe pas, on va le faire. Et c'est la naissance de Femmes ici ailleurs en 2012. C'est un magazine donc d'information. Si vous voulez qu'on ne soit pas copains et copines, vous me dites que c'est un féminin. C'est un magazine d'information généraliste qui parle de ce que font et sont les femmes dans toute leur diversité. C'est un magazine
grand public d'information. Je vous le montre, Eh les ben, amis, ce joli magazine, pour que vous puissiez le voir, parce qu'il est ultra beau et il y a zéro publicité, aucune publicité dedans. Oui, parce qu'il est entièrement cofinancé, il est entièrement financé par les lecteurs, les lectrices. Ah oui, on est revenu à quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire les débuts de la presse, avec une presse qui existe uniquement comme ça. Aussi parce qu'on avait vécu, la co-rédaction et moi, on a vécu des choses... Pardon, juste, j'insiste lourdement, je veux bien que chacun fasse le point sur ses retours, parce que on a toujours cet écho épouvantable. Oui. Donc faites bien le point, voilà. Tu disais, Pierre-Yves. Ouais, coupez vos micros, ce serait chouette. C'est peut-être mieux en fait, c'est peut-être mieux de faire ça dans un premier temps. Désolé de le dire comme ça, mais on va garder Birgitta avec nous au moins le temps de... Donc oui, on a... j'ai perdu mon fil du coup. C'était... Alors c'est pas un magazine féminin. En quoi c'est pas un magazine féminin ? Si ce qui vous intéresse c'est la mode, tous les clichés qu'il y a dedans, une page de pub sur deux, etc. C'est vrai que vous n'allez pas être satisfaite à la lecture de Femme ici ailleurs, qui est un magazine d'information. C'est ça un magazine féminin, ou est-ce que ça c'est pas plutôt la description d'un magazine justement de mode C'est ce qu'on appelle, moi c'est pas moi, la terminologie c'est pas moi qui l'ai posée, c'est ce qu'on appelle la presse féminine. Si vous allez, la presse féminine tout le monde connaît, en allant dans son kiosque on sait ce que c'est. Moi je dis ça, c'est même pas pour leur lancer la pierre, je m'en fiche, mais c'est juste parce que c'est pas ça. C'est juste un mag d'infos, en fait, mais qui parle des femmes parce que les autres n'en parlent pas. C'est aussi simple, on est un patch à coller sur le reste de l'information si vous avez envie de recevoir une info qui parle de façon équilibrée des femmes et des hommes. Si vous lisez que Femmes ici ailleurs, vous êtes déséquilibré aussi. C'est juste, on l'a conçu comme un patch à coller sur le reste, que ce soit radio, télé, presse écrite. En ce qui concerne, j'insiste, non pas les hommes versus femmes journalistes, qui est un autre sujet très légitime, mais au sujet de l'info que nous recevons, de quoi elle nous parle. Voilà, en fait, donc c'est un magazine qui est né en 2012, et qui est, il n'y a pas beaucoup de lignes éditoriales comme ça en France, malheureusement. Sandrine. Oui, moi j'ai une question. Pourquoi avoir spécifié le mot femme dans le titre ? Parce que, personnellement, moi ça me pose un problème. Parce que justement, je trouve que ça met l'accent sur quelque chose qui serait spécifique et qui s'adresserait pas peut-être à tout le monde. Ça pourrait faire peur à certains hommes, en tout cas, peut-être. Mais je vais même aller dans votre sens et même à beaucoup de femmes, et malheureusement, faut dire les choses et les regarder en face. Le nombre de lectrices potentielles qui arrivent en disant « Ouais, mais moi j'ai pas envie d'un magazine où ça parle que des femmes, c'est leur droit ». Sauf que quand elles prennent n'importe quel magazine, mais faites-le, tournez les pages, prenez Le Monde, Les Échos, je sais pas moi, toute la presse formidable, tournez les pages, et vous allez voir, c'est un homme, un homme, un homme. Ce que je vous dis, c'est pas ma vue de l'esprit, c'est mesuré, on le sait, dans la presse écrite, donc c'est grosso modo 80% des sujets sont des sujets qui parlent des hommes quand ils ne sont pas neutres, et quand on parle des femmes, c'est-à-dire que les petits 20% restants, plus de la moitié, sont consacrés à des reportages ou informations montrant des femmes soit en tant que victimes, soit dans des rôles dits féminins. Voilà, c'est mesuré tous les 5 ans, donc on a un baromètre qu'on suit depuis des années maintenant, et c'est chouette, parce qu'on a cette mesure, parce qu'avant on nous disait que c'était pas vrai. Maintenant on a la mesure, ça fait déjà un petit moment. Et puis après nommer les choses, parce que je crois que c'est à la base de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire rendre cette visibilité qui n'est pas assez présente, d'un monde avec des hommes et des femmes, c'est pas du tout contre les mecs, et on a plein de lecteurs, et de plus en plus d'ailleurs, et qui en fait, c'est vrai, quand ils sont honnêtes et qu'ils nous le disent pour la plupart d'entre eux, un magazine avec marqué femme dessus, ça tremble un peu au début, et puis quand ils ouvrent et qu'ils lisent, en fait c'est de l'info, et de l'info qui parle de gens, et il se trouve que c'est des femmes, tout ça, mais voilà, et donc on a voulu absolument Femmes ici et ailleurs pour nommer les choses. Voilà, et très franchement, si dans pas longtemps les médias ont fait ce boulot, les écoles de journalisme ont fait ce boulot, tout ce travail d'équilibre et de chasse des stéréotypes en tout cas est fait, on disparaîtra et on sera content. Beaucoup de réactions des contributeurs. Moi je suis abonné à Ça m'intéresse, donc je ferai bien l'exercice effectivement que tu proposes, et puis je te dirai si ça peut faire partie des magazines intéressants en matière d'équilibre. Réaction de Birgitta. Je peux répondre, ça fait partie. Comment ? Ouais. Je peux répondre, ça fait partie. On l'utilise beaucoup quand on fait des interventions au niveau scolaire. Ouais. C'est comme les autres. C'est comme les autres, d'accord. Bon, voilà. C'est pas nécessaire que je vérifie l'information alors. Vas-y. Birgitta, Philippe, oui. Cyr et Arnaud.
Ce que je voulais aussi préciser, ce que moi ce qui m'a vraiment séduit, au-delà d'être séduit, ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'est pas qu'un magazine en fait, c'est un magazine, c'est un blog collaboratif, c'est un réseau national d'hommes et de femmes, parce qu'il y a autant de développeurs femmes que d'hommes, et c'est des rencontres et des opportunités, et pendant toute la durée du confinement, il y avait un agenda toutes les semaines avec des rendez-vous, alors que ce soit la footballeuse dont tu voulais parler David, après une poète réalisatrice, enfin des conseils en tout genre, des blogs, des quiz, et en fait on se retrouve toutes les personnes, ceux qui s'abonnent, évidemment, c'est ceux qui permettent au magazine de vivre. On se retrouve tous et on s'est retrouvés quasiment, mais il y avait tous les jours, enfin même 2 fois par jour, si on avait envie de se rencontrer, de se retrouver sur la toile. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un kiff monumental parce que tu peux pas t'ennuyer. C'est un groupe, c'est vraiment un groupe d'amis presque, un énorme groupe d'amis. Et voilà. C'est bien vendu. Mais c'est bien vendu, vrai, Pierre-Yves. C'est génial. Si tu cherches une commerciale, t'en as trouvé une. Philippe. J'ai pas de questions en fait, moi j'écoute attentivement, mais j'ai pas de questions. Je t'ai vu réagir tout à l'heure. Cyr a réagi également. Ouais, moi je veux bien réagir. Je dis depuis quelques temps, là, quand les mots sont justes, ce n'est plus juste des mots. Alors j'ai bien compris le mot femme, le ici et ailleurs. J'ai bien envie aussi d'entendre ce que tu mets derrière. Ouais, mais merci de la remarque, question, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et je pense que c'est d'autant plus important peut-être en France, mais je crois qu'on est quelques-uns à avoir beaucoup voyagé. C'est l'interdépendance. On est tous interdépendants. Et on apprend tous les uns les unes des autres. Et tout ce qui se passe ici a des conséquences ailleurs. En ce qui concerne les droits des femmes, c'est extrêmement clair. Quand on a un recul chez nous, on a les copines d'Afrique, d'Asie qui nous appellent en disant « mais arrêtez les conneries, ça va avoir des conséquences chez nous ». La frontière, elle n'existe pas en la matière. Il y a ça dans le côté négatif, mais dans le côté positif. Tout ce qu'on a à apprendre d'initiatives menées, notamment par des femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gars formidables partout, c'est pas du tout le sujet. Mais d'actions menées par des femmes un peu partout dont nous pourrions nous inspirer. Et je pense aux politiques publiques, on réinvente la roue perpétuellement en France. Il suffit d'aller ouvrir la porte sur quelques pays, aller copier bêtement ce qu'ils font, ça marche. Donc voilà, il y a des trucs qui existent. Je pense aux ABCD de l'égalité qui ont été testés il y a quelques années. Il y a des pays, ça fait un moment que c'est en place. Donc, c'est quoi les ABCD de l'égalité ? C'était une éducation, la chasse aux stéréotypes dès l'école primaire et même avant dans les écoles, dans les crèches quoi, en fait, en maternelle. Et c'est des trucs qui existent depuis longtemps. Ça a emmené des dizaines de milliers de personnes dans la rue en France avec la manif pour tous. Ok, super s'ils veulent, hein, mais sauf qu'il suffit d'aller constater ailleurs ce qui existe, le regarder froidement, ça marche pas, et puis on voit les résultats. Et en ce qui concerne notamment tout ce qui concerne les questions d'égalité femmes-hommes, oui, on a beaucoup de choses à apprendre de la Suède, du Danemark, de l'Islande, du Canada, et puis parcellairement de certains pays africains, il y a plein de choses à apprendre partout. Donc l'ici et ailleurs, voilà, pour répondre à ta remarque, c'est ça, c'est cette interdépendance et cette mosaïque interdépendante de gens de toutes les couleurs et toutes les cultures, et puis apprendre, s'enrichir les uns les unes les autres. On met beaucoup l'accent chez nous aussi sur il y a la partie information, et puis il y a la partie information sur des rôles modèles. On manque de rôle modèle. Dans nos livres d'histoire, on a l'impression que c'est un pays qui a été construit à 100% par des mecs. Prenez les livres de vos enfants, vous allez voir, on a les chiffres, hein, c'est du 98%. C'est pareil dans la presse à 80-20 aujourd'hui. Donc il y a un manque pour les petites filles, c'est beaucoup plus difficile que pour les petits garçons de se projeter. Donc là, c'est une information qui parle de nanas d'un peu partout, qui font des choses formidables, mais ça peut être une joueuse d'échecs, une skieuse, une footballeuse. Une grand-mère qui fait des trucs pour le Covid, c'est tous azimuts. Voilà. Ou une footballeuse, il y a un article qui est en ligne actuellement qui évoque l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation individuelle et collective grâce au football. Ça va te plaire, Arnaud ? Arnaud a une question et tu vas pouvoir répondre si tu veux bien, Pierre-Yves, sur cet article en particulier. Arnaud, d'abord la question. Moi, ma première question, pour avoir travaillé dans la presse, j'aimerais bien connaître le modèle économique. Aujourd'hui, lancer un journal en 2012, si j'ai tout compris, sans publicité. Ça veut dire quoi le modèle économique ? Combien de lecteurs, le prix de vente, combien de journalistes, égalité homme-femme ? Bref, je suis un peu curieux de l'arrière-cuisine.
il faut être, je vais mettre direct les pieds dans le plat. Faut être cinglé. Hein. Si vous avez des copains, copines qui veulent faire ça, leur dire, il faut pas y aller. Hein. Donc effectivement, c'est une utopie. On a voulu créer un modèle économique différent et on a détourné quelque chose qui est assez vieux et qui est en pleine expansion en France. Quand je dis détourner, adapter, picouser avec toute notre éthique associative, parce qu'on vient de l'associatif, qui est le modèle du marketing de réseau, héritier de Tupperware, qu'on a adapté. Mais alors, quand on dit adapté, c'est rien de le dire. Donc on est parti à 8, voilà, comme toujours dans ces aventures-là. Aujourd'hui, on est 4500. Je crois que c'était une des questions qui a été posée. C'est un magazine nous on parle pas d'abonnés, on parle d'être adhérent d'un club qui s'appelle le Club Famille Ailleurs, dans lequel on a accès à tous ces événements dont Birgitta a parlé, on a ce magazine, on a accès au blog, on a ce réseau, etc. etc. Et donc aujourd'hui on est 4500, on est en croissance de l'ordre de 100-150 par semaine en ce moment en confinement. On s'est un peu cassé la margoulette comme beaucoup au départ. Donc petit à petit ça augmente. C'est pas linéaire, on a fait plein d'erreurs pour arriver à trouver ce système et il semblerait qu'on soit les premiers en Europe à le mettre en place comme ça. Chaud patate, avec de l'investissement, avec comme n'importe qui crée sa boîte, des emprunts, des maisons hypothéquées, tout le tralala, quoi, normal en fait, et des erreurs faites, alors du refinancement, etc. En revanche, on reste complètement indépendant, ça c'est extrêmement clair. On a des actionnaires qui sont que des actionnaires engagés, qui sont pas là pour... ils veulent récupérer leur bille, et puis s'il y a un peu plus, tant mieux, mais ils sont pas là pour faire 1x10, hein, ils sont là pour une aventure et tenter le coup avec nous. On n'en revient pas d'ailleurs de ces actionnaires-là. Et à chaque levée de fonds, on a été rejoint que par ces gens-là. De toute façon, on leur proposait une rentabilité qui n'était pas terrible, donc c'était évident que ça allait être des gens comme ça. Des femmes et des hommes, d'ailleurs, je tiens à le souligner, et de tout profil. Et donc c'est pas gagné. Je veux pas dire aujourd'hui que c'est gagné. Je veux pas dire qu'on a trouvé le truc formidable. Hein, je suis pas du tout là-dedans. Ça reste compliqué, ça reste difficile, mais pour l'instant, on est sur une bonne croissance, donc j'espère que ça va durer. Réaction de Birgitta, et puis je voudrais que tu nous parles de l'interview de cette footballeuse, et puis que tu nous dises en quoi cette interview, ce type d'article est différent d'un magazine, on va dire, classique, plus ordinaire. Birgitta d'abord. Oui, c'était pour donner une réponse à Arnaud. En fait, chaque magazine coûte 5 €. Ah oui, pardon. Tu vois ? Donc, c'est... Voilà. Et ce qui aussi, moi, m'a plu, c'est que, comme le magazine s'autofinance, tous les journalistes sont payés. Toutes les piges sont payées. Et ça, c'est grâce aux personnes qui rentrent dans le club. Et moi, personnellement, ça m'a séduite à 100% parce que tu peux avoir des gens qui sont hyper inspirants et il suffit que nous, entre guillemets, les contributeurs du magazine, on propose des thématiques à Pierre-Yves et à toute son équipe et voilà, ils regardent en fonction du temps qu'ils ont et ils proposent. Et ça, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'on peut parler de qui on veut, on propose et ils disposent et ils nous disent quand ils peuvent les caser. Et moi, je trouve ça génial. Alors juste un petit commentaire. C'est un abonnement de 5 € par mois. Voilà. Et ce 5 € par mois donne accès à un magazine qui est pas mensuel, qui est bimestriel tous les 2 mois, donne accès à tout ce réseau, donne accès à tous ces événements. C'est-à-dire ce qu'a dit Birgitta aujourd'hui, à deux rencontres, conférences par jour. C'est inclus dedans, c'est TTC, donne accès à des formations, donne accès à des événements en vrai, parce qu'on en faisait plein avant, un peu partout en France avant. Une fois qu'on a 10 et 5 €, on parle plus d'argent. Alors aujourd'hui, si on fait le calcul, quand on paye les journalistes, vous allez vite le faire, on perd encore de l'argent, on est en phase de croissance, mais on se rapproche de notre seuil de rentabilité qu'on espère atteindre à la fin de l'année. Voilà. Comme plein de boîtes, en fait, il n'y a rien de magique là-dessus. Oui, enfin quand même, 8 ans après, être encore en quête de rentabilité, effectivement, c'est une histoire de fou. Non, alors, merci de la question. On a créé ça dans le cadre d'une structure associative qui réfléchissait pas du tout à ça. Et on a créé l'entreprise, c'est-à-dire vraiment tout ce que je vous ai dit sur l'aventure entrepreneuriale. Elle date de début 2017. Donc, oui, ça fait 3 ans, mais pas 8. 3 ans, ça se tient bien. Cette footballeuse, en quoi est-ce qu'elle est différente d'une interview du journal L'équipe ? Alors, ce que vous avez vu, c'est sur le blog. Oui.
Ce blog, il est fait par les membres du club qui sont pas journalistes. C'est-à-dire qu'il y en avait plein qui nous disaient je veux écrire un article sur ma voisine qui est formidable, sur une fille dont j'ai vu qui est formidable. Donc on a ouvert un blog pour les membres du club qui peuvent écrire. Et on éditorialise au niveau des publications, etc. Ou alors on parle des membres du club parce qu'on a la chance d'avoir des femmes exceptionnelles dans ce réseau-là. Exemple en date que j'ai vu tout à l'heure encore, la biographe et amie de Simone de Beauvoir, quoi. Enfin voilà, des gens comme ça, ou des grandes universitaires ou des grandes sportives, etc. Il y en a plein aujourd'hui et si on voulait juste parler de nos membres, on en a déjà pour des années. Après, dans le magazine, c'est un petit peu différent, mais Mélissa Plaza, puisque c'est d'elle dont on parle, et on dirait que ça a été fait exprès, mais c'était avec elle qu'on avait une conférence à 14h où il y avait une centaine de personnes présentes avec elle. C'est une footballeuse ex-internationale qui a eu comme particularité aussi à la fin, alors qu'elle était encore pro, de devenir docteur en psychologie avec une spécialité sur les stéréotypes de genre. Et donc elle a marié l'exercice de l'intérieur d'une professionnelle sportive et les discriminations liées au genre. Et puis en plus elle a une histoire assez compliquée, on va dire, et qui a donné lieu à un bouquin qui a fait un carton l'année dernière. Mélissa, quand elle parle, ou nous, quand on a interviewé Wendy Renard l'année dernière, avant la Coupe du Monde de foot des femmes, chez nous, il y a peu de chances qu'on leur pose des questions sur leur code vestimentaire ou sur des trucs comme ça, même si le sujet est intéressant parce qu'il y a de sérieuses injonctions sur les sportifs de haut niveau en ce moment là-dessus, pour que ce soit plus bankable. Chez nous, on va surtout parler de leur performance, de leur regard de femme, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, personne d'autre n'en parle. Hein. Moi, je prétends pas ça. Par contre, nous, on y va. Mais il y a peut-être le sujet de la lutte qui revient de façon récurrente. Pas que, mais oui. Oui, on a. En fait, si vous voulez, si je prends le magazine, on va dire qu'on a 30% qui parlent. C'est grossier ce que je veux dire parce que j'ai pas le dernier calcul, mais un tiers parle de l'état actuel des droits des femmes à travers le monde. France et à travers le monde. Un tiers sur celles qui sont engagées, notamment pour l'égalité, et un tiers juste sur des femmes fantastiques qui font, qui gravissent l'Everest, qui sont championnes du monde de freeride, on avait une surfeuse marocaine là de 16 ans qui est championne d'Afrique, il y a pas longtemps, et qui se sent pas en lutte. Ou qui nous donne des trucs et astuces du quotidien aussi, ça peut être Madame Tout-le-Monde, près de chez nous. Oui, c'est surtout du partage de gens qui font. Il y a beaucoup de gens qui font. Après, faire, ça ne veut pas dire être Marie Curie. Hein. C'est un peu le problème en termes de rôle modèle. C'est ce qui me venait à l'esprit en t'écoutant. Ouais. Pardon ? C'est ce qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est-à-dire que des femmes incroyablement remarquables par leur performance. C'est la difficulté de l'éducation qu'on offre à nos gamines. Hein. C'est qu'en fait, quand dans leur livre d'histoire, elles ont eu droit à quoi comme modèle Marie Curie ? Génial. Moi, je veux me lancer en alpinisme, on va me montrer l'Everest au sommet tout de suite. Ça va être compliqué. Alors qu'il y en a à tous les étages. On va commencer par la colline, et puis après la montagne, le Mont Blanc, et on va y aller doucement. Et dans Femmes ici et ailleurs, il y a tout ça, effectivement. Et on insiste beaucoup sur les collectifs aussi. C'est-à-dire que l'individu, la Marie Curie de service, c'est chouette, génial. Mais ce côté héroïsation, en général, l'histoire, elle s'écrit pas comme ça. C'est surtout des collectifs. Beaucoup de réactions de Fabienne, Florian et Sandrine. Fabienne d'abord. Si elle est toujours là. Alors Fabienne, dans quelques instants. Florian en attendant. Non, Fabienne est prête. Fabienne ? Pardon. Oui, vas-y. J'avais oublié mon micro, effectivement. Ma question, c'est comment est-ce que vous sélectionnez, vous choisissez justement les articles dans votre apparaître ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est comme toute rédaction. On a un comité de rédaction. Encore une fois, le magazine est fait par des journalistes, le blog par les adhérentes, c'est vraiment deux exercices différents. Et on a un comité de rédaction avec la co-rédac chef et puis une autre journaliste maison. Et parfois, on associe d'autres journalistes avec lesquels on travaille beaucoup qui viennent dans nos comités de rédaction. Et on choisit, donc on est frustré, on s'engueule. La vie d'une rédaction classique à ce niveau-là. Par contre, je me souviens beaucoup au début, là ça arrive de moins en moins, mais au début on me disait mais où vous trouvez toutes ces infos ? Nous notre gros problème c'est pas où on les trouve, c'est de choisir. Ouais, c'est ça. Il suffit de regarder dans cette direction, il y en a de partout. Donc voilà, je pense que c'est assez classique par rapport à une rédaction, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu dans cette rédaction. Il y a juste à se baisser pour identifier des femmes inspirantes. Florian ?
Comment vous êtes... en fait, vous avez choisi de passer par le canal du marketing de réseau, qui est un canal plutôt féminisé, où il y a aussi plein de femmes formidables d'ici et d'ailleurs. Alors, j'ai pas compris votre question, je suis désolé. Comment vous êtes arrivé, en fait, au marketing de réseau? En fait, on y est arrivé en marche arrière, mais alors vraiment en marche arrière. Moi, je suis le fils de quelqu'un qui a travaillé chez Tupperware dans les années 70. Ma mère a commencé à bosser comme ça et qui s'est fait exploiter pendant des années. Donc, j'avais pas une grosse image positive, on va dire. Et puis, on s'est dit, le kiosque se casse la figure. D'une part, et puis peut-être que vous le savez, apparemment vous êtes certains à avoir déjà travaillé dans la presse, c'est 50 à 60% de l'argent qui va dans la chaîne de distribution quand on va acheter un magazine en kiosque. Et nous, on vient de l'associatif, et d'un associatif engagé pour l'égalité, pour les droits des femmes, et dans cet associatif-là, n'en déplaise à la grande cause nationale, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, il y a plus d'associations, même d'aide aux victimes, qui se cassent la figure que d'autres. Et quand on a des experts de ces questions, elles sont payées des queues de cerises quand elles sont payées. Donc on voulait essayer de créer quelque chose, très utopiste au départ, en se disant, est-ce qu'on ne peut pas inventer un système économique qui rémunère celles qui, au quotidien, et ceux qui, au quotidien, vont propager la culture de l'égalité. Quand j'étais au Conseil à l'égalité, on n'arrêtait pas de revenir là-dessus, comment on peut propager cette culture de l'égalité qui n'est pas encore là en France. Donc, comment on peut inventer un système qui rémunère. Donc on a cherché plein de trucs, y compris le kiosque, on n'a rien pendant 3 ans. On avait des stagiaires d'école de commerce qui venaient chez nous et on a travaillé là-dessus. Et puis à la fin, il est resté ce truc du marketing de réseau. Moi, au début, quand on me l'a dit, maintenant ça me fait rire, mais je disais non, jamais. Moi vivant, jamais. Et puis en fait, en termes de stéréotypes, j'étais pas mal là-dessus. Je suis allé voir. C'est un système parmi d'autres. Je suis pas en train de l'idéaliser. C'est un système parmi d'autres qui peut être utilisé de façon néfaste, et il l'est par un certain nombre d'entreprises, ou de façon positive, et il l'est par un certain nombre d'autres. Donc c'est un système, il y a plein de clichés sur lui, et ces clichés sont pas nés de rien, encore une fois, il y a des boîtes qui ont vraiment merdé à ce niveau-là, et qui le font encore d'ailleurs. Donc là on s'est dit, est-ce que, et c'est peut-être un peu prétentieux à l'époque, est-ce qu'on peut pas avoir un système basé là-dessus, sur ce système de recommandation, de bouche à oreille, rémunérateur, et qu'on puisse qui nous ressemble, c'est-à-dire injecter une bonne dose de notre éthique associative, parce qu'on est on revient de là. Et puis bon an mal an, en se cassant pas mal la margoulette, en faisant pas mal d'erreurs, en essayant des trucs qui n'ont pas marché, on est arrivé à quelque chose qui aujourd'hui fonctionne. Voilà. On a mis 3 ans de ratage et de R&D en la matière. Mais c'était compliqué, ça a été très compliqué. Sandrine. Oui, j'aimerais savoir comment vous êtes perçue par le monde du journalisme plus classique. D'abord, est-ce que vous êtes connu d'eux ou bien est-ce qu'ils vous ignorent ou est-ce que s'ils vous connaissent, comment ils perçoivent à la fois votre orientation éditoriale, votre modèle économique, vos choix, votre évolution. Voilà, c'est comment pour eux, les autres? Alors c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que très franchement j'en sais pas grand chose, parce que j'ai pas trop de contacts, plus trop. J'ai plein de copines journalistes, mais c'est plus mes potes qu'autre chose. Et puis moi j'ai 52 ans donc ça commence à faire long de copains journalistes croisés là-dedans. Je vous dirais que sur le côté modèle économique, on sait qu'il y a des groupes qui commencent à regarder ce qu'on fait, mais j'en sais pas plus. Voilà. Sur le côté comment on est perçu, au départ on n'est même pas regardé, on va pas se mentir, ou alors en riant on va se casser la figure, ça tiendra pas longtemps, etc. Et je les comprends parce que c'était probable, franchement, je veux pas leur jeter la pierre là-dessus. Et puis petit à petit ça change, et notamment on le voit avec le nombre de journalistes qui nous font des propositions de pige, qui est croissant, mais vraiment. Donc voilà. Maintenant, quand on a une prise de parole sur la partie la place des femmes dans les médias, ce biais que je vous ai mentionné tout à l'heure et qui est chiffré, très franchement, on les enquiquine. Parce qu'évidemment, il y a tout un travail qui n'a pas été fait. C'est du boulot, c'est juste du travail. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est un travail qui n'a pas été fait, on les enquiquine.
Au départ, on les enquiquine en silence. Maintenant, après, ça a un peu fait grincer. Puis maintenant, ça semble tellement évident. Enfin, je sais pas si vous avez vu les saillies médiatiques qu'il y a eu à ce niveau-là les dernières semaines, mais c'est assez formidable. Donc, il y a plutôt pas de l'indifférence, mais un regard. Et puis peut-être essayer de dire, non, nous on n'est pas comme ça. Voilà. Mais on n'a pas trop d'échanges. On a énormément d'échanges avec la planète égalité, pas trop avec la planète journalistique. Et sur la planète égalité, là par contre, ça pose pas de problème. Vous vous sentez frustré de ne pas avoir de retour de la planète média ? Bon, fou complètement. D'accord, comme ça c'est clair. Birgitta mais j'ai mes copains, copines, et puis je rencontre des journalistes formidables avec qui je suis heureux d'échanger. Après, la planète, autant au sens establishment, avoir des relations avec d'autres rédactions, etc. Donc, franchement... Réaction de Birgitta et question d'Arnaud. Oui, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans toute cette équipe, c'est le côté justement humilité, c'est-à-dire on n'est pas là pour se la raconter, on est juste là pour passer de l'info et de l'info qui nous touche. Et moi je vois par exemple dans le dernier mag, moi qui adore tout ce qui est historique, un peu biographie, etc., il y a le 7 avril 1880, Hubertine Auclair lance la grève de l'impôt. Et moi j'adore me dire qu'il y a une nana en 1880 qui a dit je vote pas, je paye pas. Et je suis là, yes. En fait, ça existe depuis la nuit des temps. Mais maintenant, voilà, c'est intéressant de les replacer dans l'histoire, quoi. Des petits clins d'œil comme ça. Et ça, c'est le mag aussi. Et quand on sait quand les femmes ont effectivement eu le droit de vote, KT2-6, 65 ans plus tard, ça laisse quand même un petit peu songeur. Question d'Arnaud. Deux questions. Une première remarque sur le sport. Et là on va faire un petit peu le cocorico nantais. Si vous êtes intéressé, mais peut-être que vous connaissez, il y a une sportive nantaise qui s'est opposée dans les années 1920 à Pierre de Coubertin, qui est Alice Milla. Et c'est une femme qui a créé les premiers Jeux mondiaux féminins en 1921. Et elle a mis une claque à notre ami Coubertin en disant, nous les femmes, on a le droit de participer au sport et on a le droit d'être au JO. Donc voilà, si vous cherchez un papier, et il y a un Nantais, Stéphane Gachet, qui a écrit un magnifique livre sur Alice Milla. Ça, c'était pour le petit côté cocorico nantais. Et la deuxième question, la question c'était, quels sont les magazines où vous êtes en concurrence ? J'arrive pas à voir dans la presse magazine s'il y a des concurrents aujourd'hui. Autant pour être un lecteur de presse, l'équipe est concurrent avec d'autres magazines, et encore. Mais vous, c'est quoi votre concurrent ? Est-ce qu'il y en a ? Eh bien, il y en a pas, en fait. Alors Alice Milla, c'est pas Cocorico nantais, c'est national. Carrément avec ce qu'elle a fait. Elle est de Nantes, il faut le dire, mais voilà, c'est quelqu'un, voilà, et pour aller jusqu'au bout, je vous invite à aller chercher la réponse que lui avait fait Coubertin, parce que c'est quand même un must sur les femmes qui avilissent le sport et qui se dégradent à faire du sport. Bref, et une femme absolument formidable, donc on a souligné plusieurs fois d'ailleurs l'apport. La concurrence, on n'en a pas. C'est-à-dire quand on nous dit vous êtes concurrent avec quoi ? Rien. On a 2-3 magazines qu'on aime bien. En termes de ligne éditoriale, ça ne veut pas dire que moi je suis un lecteur du Monde, vous voyez, je vais pas, tout en gardant cet œil critique sur la place de l'information, comment l'information parle des femmes. Le Monde se plante régulièrement, tout le monde qu'il est. Et on a la chance dans ce pays d'avoir ce quotidien. Et il y en a d'autres. Après, non, on n'a pas de concurrence, mais même j'ai parlé de la presse féminine tout à l'heure parce qu'elle me dérange sous certains aspects, mais c'est pas plus crétin, je trouve, d'avoir un magazine qui parle de mode, que de cuisine, que de sport, que de je sais pas quoi. C'est crétin de parler de mode, de cuisine ou de sport ? Comment ? C'est crétin de parler de mode, de cuisine, de sport ? Non. Ah oui, d'accord. Non. Je dis ça de façon positive, oui, c'est pas plus éditorial, j'ai pas de... Voilà. Ce qui me gêne plus, c'est qu'est-ce que ça véhicule. C'est qu'il faut faire 1m90 et 23 kilos, et enfin voilà, maigrir accompagné, etc. Enfin, c'est tout ce qui pèse sur les femmes aussi là-dedans. Donc ça me dérange plus, et notamment sur les gamines, sur nos ados. Voilà. Donc ça me dérange. Mais j'ai pas de concurrence, j'en ai pas. On n'en a pas. J'en ai pas. Nous n'en avons pas, pardon. Et par contre, il existe 2-3 magazines comme nous en France qui ont des petits tirages comme nous. Il y a Clara Magazine qui a été créé bien avant, là, qui est très militant, mais qui est un magazine. Il y avait les Nouvelles News sur la toile qui s'est cassé la figure, mais c'est avec Isabelle Germain qui a un parcours un peu correspondant au mien, et on s'entend très bien, on est copains, tous ces gens-là. Donc c'est surtout pas des concurrents, mais des compléments.
Moi, je suis abonné à tout. Voilà. Donc, il y a Cosette dans un autre genre qui a été connu à un moment donné, surtout pour les jeunes. Et je vais être en désaccord sur un certain nombre de points parce que je trouve qu'ils n'ont pas fait le boulot jusqu'au bout. Mais c'est une chouette aventure éditoriale et j'ai surtout pas envie d'être négatif, au contraire. Mais après, concurrence, non. Malheureusement, ce pool-là de magazines n'a pas de concurrence et c'est ça le problème. En même temps, ça vous laisse davantage de place. Ouais. Il y a une région qui t'interpelle particulièrement, c'est Israël et la Palestine. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas ? Comment ? Je disais, il y a une région qui interpelle Pierre-Yves particulièrement, c'est Israël et la Palestine. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas ? J'ai découvert un pays. Alors attends, parce que la question s'adresse à Pierre-Yves. Je sais pas qui est en train de répondre. Je sais pas qui était en train de répondre. Pierre-Yves. Ok. Alors, est-ce que c'est une région qui m'interpelle particulièrement ? Non, pas du tout, pas plus que d'autres. Voilà. En revanche, ce que j'ai découvert là-bas, c'est des femmes de chaque côté qui luttent d'ailleurs dans des conditions relativement différentes. Ce que j'ai découvert côté juif israélien, c'est le mouvement des femmes en noir, où quand vous allez voir une femme en noir, c'est-à-dire des femmes qui font le deuil de la paix et qui font des stand-up, des standing, des manifestations où elles se tiennent droite avec un panneau, et c'est partout dans le monde, c'est né à Jérusalem. Et si vous allez voir une Californienne, parce que ça m'est arrivé, qui est femme en noir, elle va vous dire n'importe quoi, c'est pas possible que ce soit né en Israël. Bah si, c'est né là-bas dans les années 80. Et voilà, et c'est des femmes qui tiennent bon contre vents et marées, avec des femmes assez exceptionnelles. Et puis côté palestinien, moi j'ai pas travaillé à Gaza, j'ai travaillé qu'en Cisjordanie, avec des mouvements d'entraide extrêmement forts aussi, et puis des femmes qui ont envie de bosser ensemble et qui ont envie de construire un truc qui soit vivable. Donc c'est juste montrer ça. C'est les mouvements de gauche en Israël, voilà ce qu'on appelle la gauche en Israël. Et puis côté palestinien, elles sont extrêmement nombreuses à faire face aussi aux islamistes qui sont extrêmement présents. Donc à chaque fois, elles sont prises en étau de chaque côté, mais elles continuent, elles luttent, et ça fait des décennies que ça dure. Elles sont pas prêtes de s'arrêter, et on les montre pas assez, je trouve, parce que elles ont un bout de la solution, c'est une évidence. Je dis pas qu'elles ont toute la solution, c'est extrêmement complexe, mais elles ont un bout de la solution. Et comme souvent, et dans tous les processus de paix, et l'ONU vient encore de le dire, les femmes ne sont jamais associées. Quelle idiotie pour nous toutes et tous. Donc voilà. Philippe ? Oui, moi j'aimerais savoir si tu veux bien nous partager qu'est-ce qui te touche et qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans cet engagement et dans cette cause, parce que des causes et des engagements, il y en a pléthore dans lesquels on peut s'investir et on peut contribuer. Qu'est-ce qui fait que toi personnellement, ça t'anime, ça te fait vibrer cette contribution et cette cause et cet engagement auprès des femmes? Alors deux réponses, un élément avec une deuxième réponse plus égoïste et puis une première plus voilà, parce que oui, ça fait longtemps que j'étais militant dans différents mouvements, etc. On a parlé du Tibet tout à l'heure, ça a été quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, l'occupation du Tibet par la Chine. Pourquoi ? Parce que pour moi, encore une fois, c'est une réponse très personnelle, c'est juste une cause, avec des guillemets autour, qui touche la moitié de la population. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population qui vit pas avec les mêmes droits, de fait, que l'autre moitié de la population. Donc liberté, égalité, fraternité, tous ces machins, c'est hyper bien, mais voilà, c'est celle qui touche le plus de monde sur Terre. Donc ça c'est un. Et puis après il y a une raison personnelle de mon parcours, et encore une fois, je suis pas dans les... le jour où quand on croise des gens, mais si vous êtes certains engagés et qui vous disent oui, mais pourquoi aller là-dedans que dans autre chose, la bonne réponse c'est toujours va dans quelque chose, et si tout le monde est quelque part, ça ira bien, quoi. Voilà, juste ça. Et ça dépend de chacun. L'autre côté, c'est parce que à un moment donné, j'ai tendu l'oreille, j'ai regardé, j'ai écouté, et c'est dingue ce que j'ai appris, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tout ce qu'elles m'ont apporté. J'ai eu la chance d'avoir Lucie Aubrac, Marie-Jo Chambardelot, Taslima Nasrin comme marraine de mon travail au départ. Mais quand vous êtes avec des femmes comme ça, la notion d'inégalité n'a pas de sens. C'est juste débilissime en fait. Il n'y a pas d'autre truc. Et puis tout ce qu'elles m'ont apporté, enrichi, et qu'elles soient d'ici et d'ailleurs,
L'autre jour, on a eu une rencontre avec Justine Massika, qui est une des plus grandes femmes, qui est au Congo, à l'est, à Goma, en plein milieu des conflits, en fait. Mais c'est des rencontres inoubliables. Et la façon dont elles vous font grandir, ces femmes, mais c'est dingue. Et moi, en tant que mec, ce qu'elles m'ont apporté, et c'est pas parce que c'est des femmes et que je suis un mec, ce qu'elles m'ont apporté individuellement, c'est énorme. Pourquoi on ne partage pas ça? Pourquoi nous, même en tant que... Voilà, tu es un garçon, tu me poses la question et je la reçois en tant que mec aussi. Pourquoi on n'a pas accès à ça? Parce qu'elles nous font grandir. Et les médias ne parlent pas de ça. Ça n'a juste pas de sens. Donc voilà les deux éléments de réponse. Il y en a un qui est très... je m'énerve un peu sur la deuxième partie parce que ça me touche les tripes. Mais elles m'ont apporté tellement, en fait. C'est tellement inouï tout ce qu'on a... Enfin, des journées avec Lucie et Raymond Aubrac, en l'occurrence. Mais c'est dingue, quoi, en fait. Donc donnez-nous en plus, quoi. C'est tout, quoi. J'ai pas croisé Lucie Aubrac comme toi, mais j'ai croisé parfois des femmes dirigeantes qui s'étonnaient qu'on puisse questionner notamment l'entrepreneuriat au féminin, pour justement montrer des modèles. Qu'est-ce que tu réponds à ces femmes pour lesquelles la question de l'égalité ne se pose pas parce qu'elles ont pris leur place, parce qu'elles se sont mises en action, mais qui, malgré tout, dont on a besoin pour en inspirer davantage? Alors oui, on a besoin de les montrer pour en inspirer davantage. Nous, on a des rubriques entrepreneurs. Moi, c'est une de mes rubriques favorites dans le magazine. C'est des portraits d'entrepreneurs, des grandes, des petites, et des commerçantes, qui ont des multinationales. Voilà, j'adore ça. On a besoin de les montrer pour cette question de rôle modèle, pour inspirer nos jeunes, et jeunes filles et jeunes gars. Après, quand elles disent qu'elles n'ont jamais eu, c'est incroyable du fait de cette éducation différenciée, le nombre de femmes qui voient pas qu'elles n'ont jamais eu. Mais mesdames, c'est incroyable le nombre de trucs que vous avez dans la tête quand vous sortez pour vous habiller d'une façon ou d'une autre ou machin chouette qui vous pollue l'esprit, alors que nous, c'est absent. On a un cerveau qui est vachement plus mobilisable sur d'autres choses. Il n'y a pas de femme sur Terre qui n'a jamais été confrontée à quoi que ce soit de ce type. Et effectivement, et je le regrette, un grand nombre de femmes qui sont parvenues, et à force de, parce que c'est des sacrées costaudes, derrière elles disent « oui, moi j'ai pas été, donc on peut y arriver ». Je trouve que c'est dommage, parce qu'aller penser à celles qui ont peut-être pas toutes leurs capacités, qui éprouvent plus de problèmes à franchir ces niveaux, ce serait plutôt chouette d'aller les regarder et d'aller entraîner les copines aussi, parce que c'est nécessaire en fait. Donc voilà un petit peu. Mais on a besoin d'elles, elles sont des modèles formidables. Bien sûr. Bien qui ta réaction? Oui, moi ce que j'adore aussi, alors vous allez me dire, je suis peut-être pas très objective, mais c'est comme ça. Hein. Je suis comme Pierre, je suis un peu genre emballé. Pour moi, ce magazine et cette tribu, c'est comme si tu prenais une grande carte du monde et tu plies. Donc tu as l'impression que la France et le Rwanda c'est juste à côté. Tu plies, tu peux la plier dans tous les sens. Alors tu dis Stockholm c'est juste à côté du Pérou en fait. Hein. Et c'est ça. C'est que les distances en fait elles existent plus. Et ça c'est hyper chouette. Rien ne nous paraît loin du bout du monde. On a l'impression que oui, ils ont rapproché la sororité, la mater, je sais pas comment dire ce truc-là quoi. C'est tellement bon. C'est important. Enfin, moi je ressens les choses comme toi, c'est-à-dire mais il n'y a pas qu'en pliant le magazine, je trouve que c'est le cas, mais c'est dingue le nombre de trucs qu'on peut aller prendre et donner ailleurs en fait comme ça et grandir ensemble quoi en fait. Donc ouais, le concept de frontière, oui, il en faut, je sais pas, mais le FN, ils sont dépassés, là, et c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, ça a plus de sens, c'est depuis bien longtemps, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Est-ce que vous êtes parvenu à travailler à peu près normalement? Bon, alors, coup de Trafalgar au départ, parce qu'une rédaction complètement éclatée, 90% de perte d'adhésion la première semaine. Donc on s'est un peu dit c'est foutu. Et puis derrière, on s'est remis au boulot avec le magazine tout de suite, à distance. C'est pas terrible, hein, c'est bien de se voir et de s'engueuler en vrai ou de se serrer dans les bras à la fin, on aime bien ça quand même. Et puis tout de suite, ce qu'a dit Birgitta tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on a plein de copines et de copains un peu partout, on va organiser plein d'événements. On va tous les appeler en disant, on va lancer des conférences et allons-y, on va en faire une par jour. On a commencé à 25. Et aujourd'hui, c'est quasiment 2 par jour, entre 100 et 150 personnes en général. Et puis avec on mobilise je sais pas, il y avait Mélissa tout à l'heure, il y a Martin Vinclair, l'auteur du Cœur des femmes,
mercredi, alors qu'il est au Canada. Enfin voilà, on mobilise un peu partout. On a fait des lives depuis Goma, là on a une poétesse syrienne cette semaine. Enfin, c'est génial tout ça en fait. Et ça va changer notre façon de travailler sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on va offrir aussi sur le long terme. Alors justement, qu'est-ce qui va changer ? Eh ben, ce côté rencontre digitale qui vont être pérennisées. Avant, on faisait des formations parce que pour le développement du réseau, celle qui développe le réseau, on faisait des formations en présentiel. Donc, on était dans le train un peu tout le temps pour machin. J'adore mon abonnement SNCF, mais quand il m'envoie mon truc en me disant j'ai plein de points, ça me démoralise en fait. Donc là, on fait ça en digital maintenant et ça marche aussi bien. Et puis par contre, les temps en présentiel, les avoir encore plus précieux. Et puis se faire des grosses fêtes entre nous dans le club parce que je crois qu'on est nombreux et nombreuses à en avoir vraiment envie là. C'est clair. Et on en fait partie évidemment. Puis on a hâte de vous voir dans la vraie vie. Oui. Qui m'appelle ? Non, en tout cas pour moi c'est le même état d'esprit, tu vois, que la radio que tu as créée, David. C'est le même état d'esprit. Oui. C'est vraiment une bande de potes quoi. Et pour l'instant on voyage pas aussi loin, mais ça va venir. ça devrait pas tarder. Un prochain projet, Pierre-Yves, outre le fait évidemment de regagner un seuil de rentabilité, ça c'est déjà un sacré projet en soi, des projets de développement. On a plein d'idées, mais on a plein d'idées, puis on a plein de membres comme Birgitta qui vous appellent, j'ai une idée. Donc on a plein d'idées. Donc on essaye de mettre ces idées dans une boîte, mais on les garde précieusement. Et là, on est vraiment sur cette course contre la montre, hein, on va pas se mentir, parce que les choses sont pas gagnées pour nous, pour être de plus en plus nombreuses et nombreux, pour pouvoir être tranquille. Et une fois qu'on aura atteint ce seuil, on a un taux de renouvellement des adhésions chaque année qui est de l'ordre de 98%. Donc les gens, visiblement, ils trouvent quelque chose. Et une fois qu'on aura atteint ça, après on pourra envisager tous ces projets. Mais on a plein d'envies, des envies de bouquins, de jeux, de concerts, on a plein d'envies. La dernière réaction, c'est Cyr qui va l'avoir. Ouais, Pierre-Yves, quand on est un mec comme moi et que l'alignement de ta posture et puis ton discours là qu'on entend, ça résonne bien, mais qu'on a quand même aussi grandi quand même dans ce monde bourré de stéréotypes. Si tu avais un petit truc astuce pour nous permettre d'être moins maladroit malgré nous quand on est un mec. Les mots comptent déjà, non ? Les quoi, pardon ? Les mots comptent. Chaque mot compte déjà pour être moins maladroit. Oui, et alors déjà, merci de cette remarque parce qu'elle est super. Et je pense que très franchement, quand on commence, je dis ça après 30 ans de boulot sur la question 25. Quand on commence à se poser la question, en général, c'est qu'on est dans le bon chemin. Donc, inciter les copains à aller se poser la question. Déjà rien que ça va faire du bien. Et avant les mots, apprendre à se taire. Parce qu'on est assez fort pour leur couper la parole. Et je pense apprendre à se taire, à regarder, à écouter. Et puis après, le reste suit tout seul. Et les mots, effectivement, en font partie. Mais je crois, juste dans cet échange. Voilà. Et ce qui n'empêche pas, je vois vos gars, j'ai vu ta remarque, Birgitta. Vos épouses seront contentes de lire, de feuilleter le magazine, nous dit Birgitta. Mais nous aussi, hein. Et ça veut pas dire, par contre, mais être tranquille avec ça aussi. Tranquille par rapport aux erreurs qu'on fait. On en fait tous les jours, toutes et tous, sur cette question. Moi, c'est navrant. Ça fait 25 ans de boulot sur la question. Tous les jours, j'ai une lumière rouge qui va s'allumer au moins une fois, c'est sûr. Donc, la dernière en date, la dernière en date. Et puis se dire, c'est pas parce qu'on a une femme en face de soi qu'elle ne sera pas peut-être plus sexiste que soi. Aussi. Et d'être super peinard avec ça et d'avancer tranquille. Mais juste avec ta question, là... le chemin est fait. Un petit mea le chemin est bon, mais voilà. Un petit mea culpa pour terminer, Pierre-Yves. La dernière en date où la lumière rouge s'est allumée là en toi. Alors moi j'ai 52 ans et je suis d'une génération très Charlie Hebdo, Harakiri, tous ces trucs là, et j'ai une co-rédactrice en chef qui est comme moi mais elle est pire que moi, donc c'est vrai qu'en blague, alors pas que sexiste mais par contre tous les types de blagues ça nous fait beaucoup marrer tous les deux, et en général il y en a au moins une par jour et parfois c'est moche. Il n'y a pas de blague sur les hommes et les femmes dans votre rédac, c'est évident. Comment ? Il n'y a pas de blague sur les hommes et les femmes dans votre rédac, si je comprends bien. Si. Si, quand même ?
Si, mais sur tous les sujets en fait. Et par contre, il n'y a pas. On a des blagues. Très honnêtement, on a des blagues sexistes de temps en temps qui sortent et ça arrive d'une fille, d'un garçon, de machin. Mais c'est des blagues sur tout. Et c'est très équilibré. Je dis pas que c'est bien. Tu m'as posé la question de la lumière rouge, donc ça peut correspondre à la lumière rouge. Mais par contre, c'est tout sujet. Voilà, on n'est pas. On n'a pas besoin d'aller légiférer chez nous sur les blagues sur les blondes, quoi, parce que voilà quoi. C'est pas nécessaire. Ça m'arrange. Merci beaucoup. Je dis ça à Gita parce qu'il y a des boîtes où ils ont été obligés de légiférer là-dessus parce que ça arrêtait pas et les filles qui étaient blondes dans la boîte et qui s'entendaient ça toute la journée, elles en pouvaient plus quoi. Voilà, donc voilà. Pierre-Yves Ginet, co-rédac chef de Femmes d'ici et d'ailleurs, 5 € par mois et tout est compris. Voilà, c'est comme chez un certain opérateur de télécom qu'on citera pas. Tout est compris et bien plus de choses encore que ce que vous aviez imaginé. Merci Birgitta de nous avoir permis cette belle rencontre. Avec joie. Birgitta m'avait dit, il est épatant. Effectivement. Et puis... Alors est-ce que je serais réinvité parce que vu ce qu'il a dit tout à l'heure. Florian en antenne. On disait en antenne que les bons clients on les réinvite. Et Florian, qu'est-ce que tu as dit à propos de ça ? Qu'il y avait beaucoup de gens que tu avais invités qu'une seule fois. Et attends, tout le monde aura sa place dans J'ai 2 mots à vous dire, c'est le principe. J'ai 2 mots à vous dire. Merci les contributeurs, c'était le 11e épisode de J'ai 2 mots à vous dire. Encore un grand merci Birgitta, merci Pierre-Yves. À très vite, à la semaine prochaine. Désormais une émission par semaine avec une émission vraiment particulière, très apprenante en tout cas, moins funky que bien d'autres. On parlera de souvenirs, bah oui, parce que c'est aussi la période qui veut ça. Comment se souvenir, notamment des personnes qui nous ont quittés tout récemment ou qui malheureusement nous quitteront d'ici peu de temps. Ce sera au programme de J'ai 2 mots à vous dire. Salut, portez-vous bien et prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut. Désormais, je ne sortirai plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai 2 mots à vous dire. Des bisous dans le cœur.